Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver en cette rentrée 2024 pour ce rendez-vous J'améliore mes pratiques. Cette visio mensuelle de 30 minutes est portée par le service de santé publique et environnementale, la coordination générale des soins et la direction qualité. Le but, c'est bien de partager les résultats et les propositions d'action d'amélioration qui sont issues d'évaluations conduites au CHU de Nantes dans vos services, vos pôles ou à l'échelle de l'établissement, comme ce qui va vous être présenté aujourd'hui. Nous vous passerons la parole d'ici 15 minutes pour répondre à vos questions. D'ici là, nous vous invitons à couper vos micros et bien entendu, nous prendrons toutes les questions à l'issue de la présentation, y compris celles qui seront posées dans le chat. Ces rendez-vous peuvent être suivis individuellement ou en équipe. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Et enfin, sachez que chaque visio est enregistrée et mise à disposition sur la chaîne YouTube du CHU. Vous pouvez retrouver le lien avec l'ensemble des visios dans chacune des invitations OWA sur votre calendrier et aussi à la fin de la présentation. N'hésitez pas à vous renommer sur Zoom afin que nous puissions établir la liste des participants. Et enfin, merci de répondre au questionnaire de satisfaction qui apparaîtra dans un nouvel onglet quand vous quitterez la visio. Je laisse maintenant la parole à Cécile Pécaud et à Sandrine Voland qui vont nous parler de l'évaluation des risques à l'entrée du patient. Merci Morgane pour cette introduction. Bonjour à tous. On va peut-être juste se représenter donc, Cécile Pécaud, je suis cadre supérieur de santé en mission transversale sur le pôle offre de soins, sur des missions qualité, gestion des risques et particulièrement sur le parcours patient. Et Sandrine Voland, je suis cadre de santé en cardiologie et je suis dans la commission du PHU2 qui concerne le dossier patient informatisé. Donc, l'objet de la présentation aujourd'hui, c'est de vous présenter un audit qui a été réalisé sur l'évaluation des risques à l'entrée du patient. Juste pour rappeler rapidement le contexte, l'évaluation des risques du patient à l'entrée, elle est réalisée à partir de données qui sont recueillies et analysées lors de l'entretien d'accueil personnalisé du patient. Elle permet d'identifier les risques potentiels ou réels et de mettre en place des actions de soins adaptées. Donc, pour mémoire, les risques concernés sont le risque d'escarre, dénutrition, fausse route, le risque suicidaire, le risque de violence, de fugue et de chute. J'ai remis en capture d'écran la manière dont ça se présente dans Millennium, juste pour resituer un peu, que tout le monde voit bien de quoi on parle. C'est la feuille de synthèse, en fait, la page de synthèse lorsque le recueil est réalisé. Donc, l'objectif de cet audit, c'était de mesurer, en fait, comment était fait l'évaluation des risques à l'entrée et leur prise en charge pendant l'hospitalisation. Il y avait deux volets. C'était aussi d'évaluer l'utilisation du formulaire recueil de données dans les dossiers patients informatisés, qui n'avait jamais été fait depuis que le RDD, donc recueil de données, avait été mis en place, voir comment les professionnels se l'étaient approprié. Et c'est aussi l'objectif, le troisième, c'était de piloter les thématiques transversales à l'aide d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs qui correspondent dans le but d'améliorer la prise en charge du patient. Parce que l'idée derrière, c'est quand même ça, la cible à atteindre. Sachant qu'on a des thématiques transversales sur la prévention de la chute, du suicide, etc., qui n'ont pas d'indicateurs de suivi dans les indicateurs qui peuvent être recueillis de manière mensuelle ou dans le cadre des IQSS. Donc, ça leur permettra d'avoir des données. Donc, la méthode rapidement, toutes les filières MCO, SMR étaient concernées pour des séjours supérieurs à 48 heures, puisqu'on est sur le recueil d'entrée, donc il fallait laisser un peu de temps pour faire ce recueil. Sur l'ensemble des PHU, sauf les périmètres des urgences et de réanimation, parce qu'on est sur des configurations un petit peu spécifiques, quel que soit le support du dossier patient. Donc, il s'avère qu'on s'est retrouvé qu'avec des dossiers Millennium, mais on n'avait pas exclu les autres supports. Donc, c'était un audit de dossier. On a tiré au sort 20 dossiers par PHU. Le recueil de données s'est fait en février-mars 2024 et ça a été un travail collaboratif de l'équipe cadre en mission transversale de la coordination générale des soins, le service de santé publique et la direction qualité risque évaluation. Alors, si on s'attache aux résultats,
La première question, donc, alors on n'a pas tous les résultats ici, mais bon, l'idée, ce n'était pas de vous noyer de chiffres non plus. Si on prend l'évaluation des risques à l'entrée, alors nous avons des résultats en pourcentage sur ce premier tableau. On s'aperçoit sur 162 dossiers, en fait, que les risques sont très peu évalués. On est inférieur à 50% sur tous les risques. On descend jusqu'à 36%, on frôle oui, le chiffre le plus important, c'est peut-être 45 sur le risque d'escar et 36 sur le risque de fausse route. Donc, c'est des résultats qui sont relativement bas sur l'évaluation à l'entrée. On a regardé les résultats par PHU, qu'on ne vous présente pas là par manque de temps, mais on s'aperçoit que les résultats ne sont pas homogènes au même d'un même PHU. Par exemple, si on prend le PHU 9, selon le risque, on peut avoir une évaluation du risque entre 24 et 71%. Donc, ça laisse à penser que certains PHU, de par leur spécialité ou profil de patient, orientent plus leur évaluation sur certains risques que d'autres. Et trois pôles se démarquent par contre par une meilleure évaluation de l'ensemble de leurs risques à l'entrée. Ce sont les PHU 2, 3 et 10 qui peuvent aller jusqu'à 76% d'évaluation du risque à l'entrée selon le risque. Donc, une fois le risque, une fois qu'il est évalué ou pas d'ailleurs à l'entrée, est-ce qu'on identifie un risque au cours de cette évaluation? C'est très différent selon les risques. On s'aperçoit par exemple sur le risque de chute que sur le nombre de dossiers évalués, on est à plus de 5, alors là on est en valeur absolue, donc on est à plus de 50% de patients qui présentent effectivement un risque de chute par rapport à ceux qui n'en présentent pas. C'est la dénutrition, un chiffre aussi là qui est assez élevé aussi. Donc ça, c'était aussi pour dire que évaluer un risque, c'est pas juste cocher une case dans un dossier pour faire plaisir à l'HS. Ça a une réelle valeur ajoutée dans la prise en charge du patient, dans la mise en place d'actions derrière. Et dans la continuité du raisonnement clinique et de la prise en charge du patient, une fois que le risque est évalué, qu'il est identifié, est-ce qu'on a mis en place des mesures pour réduire ou pour prévenir ce risque? Alors là, on a des chiffres qui sont assez différents selon le risque. Sur le risque de dénutrition, on s'aperçoit qu'il y a des mesures qui sont mises en place de manière majoritaire par rapport. On a 16 dossiers sur lesquels des mesures sont mises en place contre 8. Le risque d'escar, on retrouve aussi une majorité, il y a plus de 50% de mise en place de mesures. En revanche, si on prend le risque de chute, le risque est identifié, mais sur 25 dossiers, on ne met pas d'action. En tout cas, on ne les trace pas d'action mise en place. Sur la fausse route, on est à mi-chemin, 50% du risque est pris en considération. Donc, mise en place de mesures. Ces mesures, est-ce qu'on les retrouve dans une cible si on continue notre raisonnement clinique? Globalement, oui. À peu près, on retrouve les mêmes chiffres entre les deux tableaux. À peu près, je dis, parce que quand on met en place des actions, en général, on les retrouve dans une cible, sauf pour la dénutrition, puisque l'action mise en place n'a pas été retrouvée dans l'audit de dossier, forcément dans une cible, mais parfois dans un compte-rendu, une note de suivi ou une note de diététicienne, par exemple, qui décrit les actions mises en place, mais pour autant, il n'y aura pas de cible décrite dans les transmissions ciblées. Pareil pour le risque d'escar, on a une petite perte aussi entre les actions mises en place et la cible, parce que parfois on retrouve l'information ailleurs que dans les transmissions ciblées. Et après, toujours dans notre logique de raisonnement clinique et de prise en charge du patient, est-ce que les actions mises en place sont évaluées? Là, pareil, on retrouve une évaluation, principalement dans les dossiers, on a quasiment les mêmes chiffres partout. Dans les dossiers, on a mis en place des actions et dans lesquelles on écrit une cible. Donc, ça montre un peu l'importance de toutes les étapes et de se dire,
De mettre en place des actions, c'est bien. Les écrire dans une cible, c'est mieux parce que ça induit derrière pas une obligation, mais une logique pour les soignants à aller évaluer ce qu'ils ont mis en place. Donc, globalement, voilà, en synthèse, hein, mise en place de mesures spécifiques, on est inférieur à 50%. Transmission ciblée, on est encore plus bas, sauf le risque d'escar qui atteint 50%, mais autrement entre 0 et 30. Et les mesures mises en place, pareil, on est assez bas, on se rejoint sur les deux tableaux, sauf le risque d'escar qui atteint 50%. Donc globalement, plus on avance dans les questions, plus on est crème, j'ai envie de dire, enfin, plus les résultats baissent. Voilà. Donc le plan d'action, une fois qu'on a constaté ces résultats pas très très bons malgré tout, c'est de communiquer, c'est de partager ensemble. Donc, c'est un peu l'idée de ce qu'on fait aujourd'hui, qu'on espère, par effet de revisionnage, qui puisse être fait auprès des équipes. C'est de diffuser les bonnes pratiques en s'appuyant sur l'expérience des PHU pour lequel ça fonctionne plutôt bien, d'où la présence de Sandrine qui va nous exposer un peu un retour d'expérience du PHU 2. C'est d'intégrer cette réflexion parce qu'on le voit, qu'on touche au raisonnement clinique, donc dans un travail plus global sur la gestion du parcours patient, de l'entrée à la sortie, le rôle de chacun au sein de l'équipe dans l'alimentation de ce dossier, et puis engager une réflexion aussi plus large sur la formation des professionnels et des encadrants aux écrits professionnels. Donc voilà un petit peu les actions qui se dégagent de cette évaluation. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Sandrine qui va vous présenter l'organisation du PHU2 et ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont des résultats qui sont plutôt encourageants et plutôt bons sur cette recueil des risques à l'entrée. Alors sur le PHU2, la volonté du pôle a été déjà il y a quelques années de créer une commission dédiée au dossier patient informatisé. Cette commission, elle est portée par l'encadrement supérieur et 2 cadres de santé sur le pôle. Voilà, les missions principales de cette commission, c'était de pouvoir mobiliser et accompagner les cadres de santé et les équipes de soins dans l'amélioration de la qualité des écrits, donc avec différentes thématiques, mais on va rester sur celle aujourd'hui qui nous intéresse, sur l'évaluation des risques à l'entrée du patient. Voilà, on souhaitait aussi pouvoir améliorer la connaissance et l'utilisation du dossier patient par les professionnels, pouvoir la faciliter aussi au quotidien, organiser le recueil des indicateurs de qualité des prises en charge des patients, c'est depuis quelques années par un recueil mensuel qui sont faits au sein des unités de 3 dossiers patients. Donc, on évalue différentes thématiques, mais quand même beaucoup autour du recueil de données. Et puis, l'importance aussi de suivre, analyser et diffuser les indicateurs de suivi. Donc, l'objectif, c'est bien de sécuriser la prise en charge du patient et pour nous, de pouvoir intégrer et mobiliser les équipes dans ce suivi et le fait de pouvoir réajuster au fil des résultats selon les unités, puisque parfois certains indicateurs sont bien renseignés dans une spécialité et d'autres dans d'autres spécialités. Donc pour les cadres qui sont dans la gestion de la commission, voilà, ça se matérialise par des interventions flash qu'on peut faire dans les unités pour aller sensibiliser à la fois les cadres et les référents du dossier patient. C'est vrai que depuis le déploiement de Millennium, on a moins de référents dossier patient. Donc on sensibilise en général un peu toute l'équipe. Ce sont des interventions assez courtes sur lesquelles on fait un focus autour du recueil de données. On a aussi créé un journal des IQSS qui est diffusé par unité et où on détaille les indicateurs. Donc, chaque unité a ses résultats et dans quelle progression ils sont. Est-ce qu'ils sont dans le plus ou dans le moins selon l'indicateur. Voilà, on est assez présent sur l'animation de cette thématique aux événements du pôle, donc que ce soit les journées qualité, les assemblées générales, etc. Et puis, on a essayé de s'adapter et de créer des outils qui facilitent le quotidien des soignants, que ce soit des tutos Millennium, que ce soit des chemins pour retrouver ces risques dans le recueil de données, des tutos. Voilà, on essaye aussi de s'adapter un petit peu à ICA, parce que certaines unités sont sur ICA, même si c'est encore un peu les prémices pour nous sur cette commission. Donc là, on vous a proposé ici quelques outils
qu'on a pu créer ces dernières années. Donc, il y a un jour à gauche, c'est un journal d'IQSS. C'est un peu le type de support que reçoivent les cadres de santé de façon trimestrielle, si on est bien au rendez-vous. Voilà, avec... alors, cette année, le focus pour nous, c'est les troubles, le dépistage des troubles nutritionnels et la traçabilité du risque d'escar, mais on n'est pas toujours sur les mêmes indicateurs. Si l'indicateur est très bon, on peut le signaler quelque part. Enfin, voilà, c'est assez variable d'une unité à une autre. Et puis, on fait aussi un petit rappel dans une deuxième partie de Gazette. Au milieu, c'est le guide de recueil d'audit mensuel. C'est une sorte de tuto. L'idée, c'est aussi que le recueil ne se fasse pas que par l'encadrement, mais qu'on puisse mobiliser aussi les professionnels là-dessus, pas systématiquement les référents du dossier patient. Et, euh, et je vous expliquerai un petit peu ensuite comment ça permet aussi aux professionnels de réajuster eux-mêmes leurs pratiques. Et puis à droite, c'est un poster qui reprend l'évaluation des risques. Voilà les risques importants au recueil de données du patient à l'entrée, en essayant de faire des choses un peu visuelles et puis de rappeler. Alors, il l'affiche un petit peu partout dans les unités, dans les couloirs des salles de réunion, par exemple. Voilà, ça permet de faire un petit rappel aussi général là-dessus. Concernant l'encadrement de proximité, le dossier patient sur le PHU2, c'est un sujet qui commence à dater un petit peu, donc on est vraiment sensibilisé à ça. Ça nous arrive d'en échanger en réunion 4, par exemple, et ça représente pour nous un vrai levier, et on est quand même plusieurs, je pense, sur le pôle à en faire un objectif lors de l'entretien professionnel. Ça permet d'échanger avec le soignant sur ses pratiques autour du recueil de données, sur la qualité des écrits professionnels en général. Et voilà, le fait de le formaliser comme objectif de l'entretien annuel, ça permet aussi de le suivre, de l'évaluer. Et de mon expérience, je pense que c'est un vrai enjeu du coup pour eux. Et la sensibilisation voilà, est un peu plus forte avec ce point-là. Régulièrement, les cadres de santé consultent aussi les dossiers patients. Alors, c'est fait aussi pendant les recueils, mais ça peut aussi se faire de façon informelle, d'aller regarder un dossier, voilà, d'accompagner les équipes, d'aller regarder aussi le recueil de données d'un nouveau professionnel qu'on a recruté pour voir un petit peu est-ce qu'il a compris, est-ce que le chemin est clair pour lui dans Millennium, est-ce que ça a du sens aussi pour lui de tracer, puisque parfois quand il n'y a pas de risque, on se dit je ne note pas, mais du coup, à la lecture du dossier, on ne sait pas si ça a été évalué ou non. Donc voilà. Accompagner les équipes à l'autonomie dans ce recueil, ça nous paraît aussi important puisque on fait. Alors, il y a plusieurs méthodes sur le pôle. Il y a des cadres qui participent, des soignants qui le font en autonomie. C'est important un peu de mixer les deux, je pense, mais du coup, ça permet aussi une autorégulation, de suivre un petit peu les incompréhensions et puis de voir sur quel risque il faut insister au prochain point info ou autre. Voilà, diffusion et discussion des équipes des résultats. Pourquoi tel indicateur était bon le dernier trimestre et on l'a un peu laissé tomber. Voilà, c'est des discussions après vraiment par unité en fonction des sensibilités, des spécialités. Et puis la sensibilisation des nouveaux professionnels. Voilà, lors des évaluations, par exemple, sur les premiers mois de contrat, ça peut être aussi une question qui se pose. Est-ce que, voilà, comment on réalise une entrée de patient et de mesurer un petit peu les points sensibles ou les points forts au sein de l'équipe. Et vraiment, l'autonomie des soignants là-dedans, c'est qu'il y a une autorégulation qui se crée et qui est vraiment favorable à l'amélioration des résultats. Voilà, donc bah, là, j'ai mis un petit peu le retour sur le pôle des réussites de cette démarche. Donc, le but, c'est vraiment d'améliorer en continu nos pratiques et puis l'implication des professionnels, comme je le disais, dans ce relevé des indicateurs du pôle. Alors, il ne s'agit pas juste de les faire relever des indicateurs, mais qu'ils aient bien la connaissance de l'indicateur et de son intérêt dans la prise en charge du patient, à la fois des équipes de jour, mais aussi des équipes de nuit. Améliorer la qualité et la traçabilité du recueil au-delà des indicateurs, c'est aussi évoquer les transmissions ciblées et l'importance de ne pas laisser tomber ce volet non plus dans le dossier. C'est là aussi qu'on peut mesurer les actions suite à l'évaluation du risque. L'autonomie des équipes dans les audits, c'est le réajustement des pratiques aussi entre pairs. Donc ça, c'est aussi intéressant pour eux, une sorte de responsabilisation aussi.
Et puis, dans cette commission, on a fait évoluer notre outil d'audit sur Sphinx pour qu'il soit plus ergonomique, puisque quand on audite les dossiers, c'est bien que ça soit un petit peu dans l'ordre. Et avant, on ouvrait plusieurs fenêtres à la fois. Donc, ça, c'est pour gagner un petit peu du temps sur ces audits. Et finalement, quand on a l'habitude d'auditer 3 dossiers, ça prend à peu près 15 minutes, hein, je dirais, comme c'est devenu une habitude. Voilà. Les difficultés, eh bien, c'est de convaincre l'ensemble des professionnels de l'intérêt de cette traçabilité, voilà, qui peut, des fois, peut apparaître comme dénuée de sens, mais est quand même importante et pour le patient et pour nous de voir si on a bien évalué les risques à l'entrée. Les modalités de recueil sont différentes selon les unités. Voilà, il y a parfois des difficultés à intégrer certaines équipes dans ce recueil. Il y a des contextes aussi qui font que parfois on peut prendre du retard sur les audits, comme une épidémie, un turnover dans l'équipe cadre ou dans l'équipe soignante. La convergence aussi, puisque j'en ai pas parlé ici, mais on fait aussi des audits sur la qualité de la lettre de sortie. Et puis que les médecins sont aussi une aide pour nous dans l'évaluation de ces risques à l'entrée, et puis comment on leur communique aussi. Et puis l'animation de la commission, c'est ce que je disais tout à l'heure, les super utilisateurs Millennium ne sont plus vraiment sur les mêmes missions d'appui à leurs collègues sur un déploiement de logiciels. Et puis c'est vrai que animer les réunions, des fois on a peu de personnes mobilisées. Donc ce versant de la qualité des écrits est un nouveau thème à aborder. Mais vraiment le côté aller faire des flash infos dans les unités est, je pense, plus efficace parfois que des réunions où on a peu de monde. Et puis, bah, la difficulté dans certains contextes un peu plus compliqués, c'est les retards pris sur les audits. Mais voilà, la commission du dossier patient essaie d'être en appui on essaie d'être en appui avec nos collègues cadres qui peuvent prendre du retard, ainsi que notre ingénieur qualité qui se propose de nous donner un petit coup de main dans ces cas-là. Merci Sandrine. Donc voilà un petit peu la présentation qu'on voulait vous faire. Donc on reste disponible pour vos questions, vos remarques, vos compléments d'information que vous souhaiteriez avoir. Quelqu'un, je ne vais pas regarder, a des questions. On n'a pas de questions dans le chat, mais vous pouvez, si quelqu'un souhaite prendre la parole, ouvrir le micro, du coup, si vous le souhaitez. Donc, juste en attendant peut-être que les questions arrivent, c'est des résultats qui seront présentés dans le détail à chaque pôle par les ingénieurs qualité ou au niveau de la communication au plus proche de chaque PHU ou pour l'instant, c'est pas tout à fait décidé. C'est pas encore tout à fait calé. Après, l'idée effectivement de cette visio, même si on n'est pas très nombreux aujourd'hui, c'était vraiment d'en faire un support vidéo pour effectivement aller après au sein des pôles, notamment par rapport au partage d'expérience. Hein. L'idée, c'était quand même d'encourager et de montrer que ça peut fonctionner, ce recueil de données. Donc l'idée, effectivement, c'est qu'il y ait une visualisation de cette vidéo, au moins par l'ensemble de l'encadrement au sein de chaque pôle, pour ensuite descendre au plus près des équipes, que chaque équipe d'encadrement puisse descendre auprès de ses équipes pour donner cette information. Et est-ce que vous avez eu des demandes, par exemple, que tout ou partie de l'audit puisse être intégré de la même façon que sur les recueils trimestriels pour avoir enfin, voilà, un PHU qui voudrait voilà, mettre en place de manière un peu plus poussée un plan d'action pour s'améliorer rapidement? Est-ce que non, il n'y a pas eu de demande de cet Non, ordre-là il pour n'y a pas eu l'instant? de demande, mais effectivement, c'est quelque chose auquel j'ai pensé. Après, il faut voir dans le cadre, oui, d'un plan d'action, de voir si on rajoute cet indicateur, ce relevé de manière mensuelle ou trimestrielle auprès des équipes. Ça se fera peut-être dans un deuxième temps pour aller évaluer la mise en place d'actions qui pourraient être faites dans les services. Le faire tout de suite, je pense que ça n'apportera rien puisqu'on va retomber sur les résultats qu'on a aujourd'hui. Donc, évaluer pour évaluer. Mais par contre, pour suivre cet indicateur après la mise en place d'actions d'amélioration ou d'un pilotage plus poussé, enfin plus ciblé dans les services, oui, ça peut être intéressant. Mais on n'a pas eu de demande jusqu'à là. Ok.
Est-ce que quelqu'un dans l'Assemblée ou quelqu'un veut, je ne sais pas s'il y a des cas, oui, dans les personnes qui écoutent, ont des retours d'expérience pour compléter ce qu'a pu dire Sandrine ou des choses différentes ou des remarques quant à la possible application dans son propre pôle? Non? Sinon, est-ce qu'avec les autres établissements du GHT, ça aurait un intérêt de voir un petit peu sur une réunion qualité de GHT, voir un petit peu si les problématiques rencontrées chez nous sont rencontrées dans d'autres établissements, voir la façon dont ça a pu être abordé pour améliorer si besoin. Oui, alors ça, effectivement, on a fait cet audit avec l'ingénieur qualité, enfin, l'ingénieur qualité qui est aussi sur le GHT, responsable. Enfin, et pour le coup, effectivement, c'est des résultats qu'on va partager, sachant que de toute façon, dans le cadre du déploiement d'Easily, Mm. qui est fait, hein, enfin qui est en cours, c'est des questions qu'on va se poser de manière commune, hein, puisque le recueil est différent. Enfin, les risques sont les mêmes, hein, ça ne change pas, mais la manière de les recueillir est un peu différente dans Easily. Donc, effectivement, là, on questionne ce recueil au travers de Millennium et du RDD, mais à terme, on va se détacher de cet outil et être vraiment sur la question du recueil des risques tout court, quoi, quel que soit l'outil. Mm. Et là, on aura le même de toute façon. Donc, s'il y a des choses à faire évoluer dans l'outil, c'est pas pour un, c'est pour 12. Donc, oui, ce sera une réflexion commune. Et les écrits professionnels, c'est un sujet qui a été abordé pour les mêmes raisons, hein, d'outils communs en commission de soins GHT sur le raisonnement clinique. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on va se poser des questions dans un établissement, on pourra apporter qu'une réponse commune à 12. Donc, il va falloir de toute façon qu'on ait un consensus sur nos méthodes, sur notre raisonnement clinique, sur quelle démarche on adopte. Et donc, il y a une logique GHT derrière, effectivement, dans l'amélioration des pratiques avec le GHT et également euh, dans le cadre de l'enseignement initial. Donc, je vois qu'il y a Mélanie qui est connectée. Et je pense que c'est une préoccupation qu'on partage aussi Oui, avec l'IFSI. oui, complètement, Cécile. Oui, oui, c'est vrai, je partage totalement ces réflexions. Je pense que ça remet aussi, enfin, le questionnement sur la place de la traçabilité des soins, en fait, hein, en général. Qu'est-ce qu'on trace? Pourquoi on le trace? Redonner du sens à la traçabilité dans les dossiers. Et ça, effectivement, il y a tout un travail à faire dès l'IFSI, hein, dès la formation initiale, de toute façon, ça c'est essentiel. Et puis effectivement, même sur la formation continue, peut-être effectivement à envisager, peut-être des cadres également, peut-être à former sur l'outil. Là, si on est plutôt pratico-pratique, mais pour remobiliser les équipes de terrain sur l'importance de la traçabilité dans les dossiers, en fait. Oui. Alors après, sur l'outil, on a déjà des choses qui existent, effectivement, Mm. que j'ai mis en fin de diaporama et qui vous seront communiqués. On a des documents et des vidéos qui expliquent comment utiliser l'outil. C'est vrai qu'on ne s'est pas trop attardé sur l'utilisation de l'outil, mais vraiment sur le soin, pas sur le recueil en lui-même. Et sur le raisonnement clinique, puisqu'en fait, Oui, c'est ça qu'on parle finalement, c'est du oui, raisonnement. totalement. Et effectivement, le Mm. sens de la traçabilité, pourquoi je trace les choses, Mm. ça questionne aussi, je ne trace pas ce qui n'est pas anormal. Enfin, on a beaucoup de retours comme ça, un peu, s'il n'y a pas de problème, je n'écris rien. Enfin, Ouais. quand on reprend le dossier a posteriori, quand il n'y a rien d'écrit, on ne sait plus ce qui s'est passé dans la tête du soignant en termes de raisonnement. Est-ce qu'il a vu qu'il n'y avait pas de problème et qu'il n'a rien mis en place, ou est-ce que ça n'a pas été évalué et que du coup on est passé à côté? Enfin, on perd tout en fait. On perd toute la qualité du raisonnement qui a pu être fait ou pas. D'ailleurs, on n'en sait plus rien en fait. Donc, et puis c'est ce qu'on a vu dans les résultats, le fait de noter une cible engage le reste de l'équipe par le relais, en À fait, suivre. à suivre et à se dire, bah, effectivement, il y a quelque chose de posé, c'est quoi mon évaluation? Alors que quand on se le dit qu'à l'oral,
pour le coup, après, les écrits restent, l'oral s'envole. Donc, pour plein de raisons, surcharge de travail, turnover dans les équipes, etc., l'oral se perd, en fait. Et puis, pour peu que le patient change de service, on en perd la continuité du soin. Donc, c'est tout ça derrière aussi qui se questionne. Donc, c'est un vaste... Merci beaucoup. Et puis, il y a peut-être ce qu'on peut dire, c'est qu'on aimerait bien, dans les mois à venir, euh, interpeller les responsables de chacune des thématiques pour peut-être poursuivre un peu au niveau de la présentation de ces résultats en donnant quelques éléments complémentaires au niveau des actions, voilà, sur chacun des risques. Donc, Oui, voilà, on aimerait un petit peu pousser sur les différents risques et oui, les groupes thématiques. oui, oui, tout à fait, parce qu'on ne l'a pas trop évoqué aussi, mais c'est aussi comment on recueille ce risque. C'est très détaillé dans Millennium, mais il y a quand même des risques qui sont plus difficiles que d'autres à évaluer, notamment le risque suicidaire. Alors que le groupe prévention du risque suicidaire pense que pour le coup, ce serait une aide pour le patient qu'on lui pose directement la question. Donc effectivement, risque par risque, on va revenir au travers de vidéos pour réexpliquer un petit peu comment on l'évalue, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme action derrière. On va les redétailler plus précisément les uns après les autres. Ouais. Merci à tous. Donc, cette visio est, comme on l'a dit, enregistrée et sera disponible sur la chaîne YouTube dans les jours à venir. Et le lien est donc disponible dans vos invitations OWA pour retrouver l'ensemble des visios. Merci du coup à Sandrine et Cécile. Merci à tous et on vous souhaite une bonne après-midi. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.